Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Royal Caribbean Cruise? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons une demande spéciale ici d'un de nos abonnés et ça me fait sourire tout simplement parce que c'est une industrie que je connais un tout petit peu bien parce que j'ai laissé quelques plumes dans cette industrie-là, notamment ici avant que la pandémie ne commence et franchement, j'ai appris une leçon. D'accord? Faites attention aux entreprises qui ont des avantages, qui ont une dépense en capital assez élevée. Donc, je n'ai pas perdu de l'argent sur Royal Caribbean, mais plutôt sur Cardinal, c'est Cardinal Cruise, d'accord? C'est à peu près le leader sur ce segment d'activité-là, etc. Donc, vous vous rappelez, ça, ce sont les bateaux de croisière. Des bateaux de croisière, c'est quoi? Ce sont des hôtels sur mer, d'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, qui dit pandémie dit restriction de voyage et dit, voilà, dépenses élevées pour maintenir la flotte ici, dépenses élevées enfin, maintenir la flotte, oui, pour payer les salaires et également on ne redémarre pas un paquebot comme si on redémarrait une voiture. D'accord? Bien, quand je dis paquebot, on ne redémarre pas un bateau de croisière comme si on redémarrait une voiture. Donc, c'est pour ça qu'on réfléchit généralement avant de le garer, également les frais les frais pour pouvoir garer, on se dit garer ou bien amarrer, je ne sais pas comment ça se dit, quel est le terme ici, s'il y a des marins parmi nous, excusez-moi, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, les frais pour pouvoir à peu près garer, entre parenthèses, ces bateaux, ces bateaux de croisière là, voilà, sont assez élevés. Et vous imaginez même pas combien de bateaux de croisière cette industrie a. D'accord? Donc, c'était assez compliqué alors que nous avions un business qui se comportait extrêmement bien. D'accord? Donc, je rappelle que entre Royal Caribbean, Carnival et Norwegian, c'est pas le même business model. Je pense que Norwegian est un peu plus up class. Donc, c'est un peu plus des bateaux ici. Voilà, c'est un peu plus on va se dire, c'est un peu la différence. C'est un peu du 5 étoiles, si vous voulez. D'accord? Peut-être Caribbean, Royal Caribbean et Carnival ici, c'est un mélange entre 3 et 5 étoiles. OK? Donc, pandémie, fin des revenus. Vous pouvez constater ici que quand on regarde les revenus ici, oh là 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 là, c'est terminé. D'accord? Cette entreprise-ci a souffert pendant la pandémie parce que les revenus ont disparu. Je dis bien disparu. Et quand les revenus disparaissent, est-ce qu'on peut payer le personnel ou bien les dépenses d'exploitation? Non. Vous avez vu carrément, la marge brute est négative. Alors qu'elle était aux alentours de 45%, elle est tout simplement négative, un élément exceptionnel. Et négatif ici, ce sont des milliards de dollars de perdus. Ok? Quand vous allez même regarder ici les marges EBITDA ici, juste pour voir à peu près, enfin même pas les marges EBITDA, parce qu'on va le cash flow opérationnel, operating cash flow ici, qu'est-ce qu'on a? Au niveau du cash flow opérationnel, exceptionnel, elle perd de l'argent. Donc ça veut dire qu'ici, elle a perdu 3 milliards et elle doit encore se dépenser elle doit encore dépenser au moins pour la dépense en capital, d'accord? Donc, pour maintenir les paquebots, etc., d'accord? So, l'année qui suit, également en 2021, n'a pas été une bonne année. 2022, ça va. On sort à peu près la tête de l'eau. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'auto-finance. Tout simplement parce que si on compare les free cash flow ici, on est encore loin de l'autofinancement et c'était déjà un business. Je parle pour Royal Caribbean qui avait des free cash flow presque inexistants. Tout simplement parce qu'elle dépensait énormément d'argent pour améliorer la flotte. Vous avez bien, vous souvenez, rappelez-vous, il y avait assez de documentaires, chaque jour on vous dit, le bateau de croisière le plus grand, le bateau de croisière le plus cher, le bateau de croisière ici, voilà, le plus sophistiqué. Il y avait toujours une surenchère. Et qui en a bénéficié? Fincantieri. Donc je pense que ici c'est un chantier naval en Italie. D'accord? Ils en ont bénéficié énormément. Vous avez vu ici que pendant la période de pandémie, ils n'ont pas trop souffert. Hein? Tout simplement parce que les commandes étaient là et sont parfois des commandes qui étaient déjà fermes. Et voilà, les entreprises concurrentes, les clients ici, vu qu'ils sont retrouvés dans une situation assez compliquée, voilà, on les a peut-être accommodés, etc. Mais voilà, Fincantieri en termes de revenus, voilà, n'a pas trop souffert. Mais attention, elle ne gagnait pas déjà beaucoup d'argent à l'époque. Je ne sais même pas comment est-ce qu'elle arrive encore à se maintenir ici en date d'aujourd'hui. Donc, on n'est pas là pour parler de Fincantieri, on est là pour parler ici de Royal Caribbean. Donc, quand on va analyser cette compagnie-ci, il faut déjà au moins se demander si on a le potentiel de revenir au niveau des marges brutes de 2019, des revenus de 2019, des marges brutes de 2019. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. D'accord?
il y a de fortes chances que ce soit le cas. Mais jusqu'à présent, l'entreprise, au dernier trimestre ici, est-ce qu'elle s'autofinançait déjà? C'est la première, je vais regarder ça ici. Donc, dernier trimestre, est-ce qu'on s'autofinançait? Oui. On s'autofinançait. Au dernier trimestre, on a réussi à s'autofinancer. Donc, je pense qu'on est en train de sortir la tête de l'eau et ça vous donne déjà une idée. On est à peu près aux alentours de ce qu'on a connu précédemment. Donc, ça vous donne déjà une idée générale de comment est-ce que l'industrie se porte aujourd'hui. OK? Donc, avec la réouverture, le tourisme, etc. Mais n'oubliez pas, une fois qu'on ouvre, on a un nouveau problème ici. On a des nouveaux problèmes ici, c'est-à-dire que l'inflation, etc. Donc, l'inflation des coûts, mais également peut-être ici certaines personnes qui vont à peu près, comment on dit ça, ils vont reporter leur voyage tout simplement parce que voilà, peut-être que ça leur coûte cher ou des choses comme ça. OK? Donc, il faut prendre ça en considération. Donc, quand on prend ici Royal Caribbean, je vais vous dire, ça reste un business. Comment est-ce que je vais l'évaluer? Je vais devoir faire une guesstimation. D'accord? La guesstimation est la suivante. Dans un environnement normal, où l'entreprise a les capacités de revenir, je dis bien revenir, au moins à des revenus, aux revenus qu'on a eu aux alentours de 2019 par là. Donc ici, on était à peu près aux alentours de combien? 11 milliards à peu près. Mais ici, les analystes attendent à près de 12 milliards 910 pour l'année prochaine. 12 milliards 910. Je mets 12 milliards 910. D'accord? 12 milliards 910. Maintenant, croissance, tout ça, on avait de la croissance avant. Pour le moment, il faut déjà qu'on revienne aux revenus qu'on avait précédemment. OK, donc la croissance, elle était là. Avant la pandémie, la croissance, elle était là. Faites attention. Donc, vous pouvez voir ici qu'avec les derniers trimestres, le dernier trimestre, etc., ici, on a quelque chose de très, très élevé, mais voilà, on revient juste à la normale. D'accord? Donc, ça sera impacté négativement. Ça, c'est une surévaluation. Enfin, techniquement, ici, je dirais, vous comprenez ce que je veux dire, d'accord? Donc, ici, voilà, si on prend en considération qu'on avait déjà eu ce niveau-ci avant, donc ça, c'est pas de la croissance, techniquement. OK? Donc, en termes de marge, en termes de net income, en termes de net income margin, qu'est-ce qu'on a présentement au dernier trimestre? Est-ce qu'on a quelque chose de positif? Non, on a toujours du négatif. Donc, essayons donc de voir ce qu'on avait précédemment avant la pandémie, d'accord? Donc, je vais juste mettre ça ici sur les 12 derniers mois, à peu près avant la pandémie. Avant la pandémie, ici, nous avions à peu près, voilà, les marges ici, aux alentours de combien, c'est ce que je vais prendre. Parce que là, je vais faire de la guesstimation. Comme je l'ai dit, il faut faire attention. On se dit qu'on va revenir à la moyenne. OK? On se dit qu'on va revenir à la moyenne. D'accord? Donc, si on va ici, avant la détérioration des résultats ici, en 2020 par là, d'accord? En 2019, on était à peu près à une moyenne de 9,64%. Presque 10% même, parce qu'aux alentours, entre 2016, 2017, 2018 et 2019, on était aux alentours des 15%. Je dis bien des 15%, donc ça allait très très bien. OK? Donc, moi maintenant, quand je regarde ici les revenus, je vais essayer de voir le management, les analystes en année N plus 3 s'attendent à des revenus de combien? Est-ce qu'on a même cette information-là en date d'aujourd'hui? Donc je vais fermer ça ici. On s'attend à peu près à des revenus de 15 milliards 800. Mais maintenant, les net income, on s'attend à des net income de combien? Juste histoire de voir si, voilà, on est une quinzaine de pourcents, une dizaine de pourcents. D'accord? Je prends ici 2,2 milliards estimés divisé par 15,88. On aura à peu près aux alentours de 13 à 14% par là. Donc, on se rapproche de ce pourcentage-là. Admettons même qu'on y arrive, d'accord? Disons même que je vais prendre 13% ici. Si même c'est 13,85, je prendrai déjà 13%. En moyenne, on avait du 15% sur les dernières années. Donc, faites attention, je prendrai 13%. Et c'est déjà assez optimiste. On ne les a pas encore présentement. OK? Donc, faites attention. Maintenant, nombre d'actions. Vous avez vu ici pendant la pandémie, normal, le nombre d'actions a augmenté. OK? Donc, le nombre d'actions a augmenté parce qu'il fallait s'autofinancer. Donc, il y a une bonne raison par rapport à l'augmentation du nombre d'actions. Donc, je mets ici 255,18. OK? 255,18. 255,18. Maintenant, le PER moyen de cette industrie-ci, on va y revenir. Je prends déjà la dette nette. Alors, au niveau de la dette nette, on a combien ici en termes de net dette? On a à peu près 22 milliards 60 millions. Beaucoup, on va le dire comme ça. 22,06. Ça augmente de plus en plus tout simplement parce que pour s'autofinancer, il faut lever de la dette. OK? Donc en 2019, c'est une explosion littéralement, tout simplement parce qu'il fallait s'autofinancer. OK? Donc,
ici, après la dette, le PER moyen. Le marché payait de PER de combien avant? Et je me rappelle qu'à cette époque-là, un PER de 20 ici était considéré comme une aubaine parce qu'il y avait une certaine croissance, etc. Et quand on tombait à 15, 17, c'était tout simplement le home run. OK? Donc, vous voyez ici qu'en moyenne, on était à 15 fois les bénéfices, les net income, 10 fois les bénéfices. Ensuite, les 10 dernières années, on était plutôt à 20 fois les bénéfices par là. OK? Parce qu'il semble que sur les 10 dernières années ici, elle a à peu près eu quelque chose d'assez intéressant en termes de bénéfices nets. Hein. Elle a eu... le marché a commencé à apprécier de plus en plus ce genre d'entité-ci. Donc, elle pouvait se négocier entre 17 et 15 fois les bénéfices environ. OK? Donc, je prendrai ici 17 fois les bénéfices. OK? 17 fois les bénéfices. D'accord? Donc, si je devais prendre plusieurs hypothèses, on prendra ici du 15, 17 et 20. Donc, je prends directement 17 fois les bénéfices. Donc, on a tous les éléments nécessaires ici pour effectuer l'évaluation de la compagnie. D'accord? Donc, je rappelle que si une compagnie comme Norwegian, je pense que c'est Norwegian Cruise Line, si je ne me trompe pas. Norwegian. Donc, Norwegian Cruise Line ou bien Carnival vous intéresse, c'est à peu près le même raisonnement que vous allez avoir. Il y a de fortes chances que cette industrie-là se reprenne. OK? Il y a de fortes chances. Donc, je rappelle que pour ceux qui veulent aller plus loin, on a le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter dans la description de la vidéo. Donc, dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on est en train de faire présentement ici. Et comme d'habitude, également, je vous présente 2 notes d'analyse pour les entreprises qui sont sous-évaluées par mois. Si vous ne savez pas à quoi ressemble une note d'analyse, regardez la vidéo sur Johnson & Johnson ou bien sur, comment on appelle ça, Lockheed Martin. OK? Donc, on en a déjà parlé. C'est le moment pub et on referme la publicité ici. On revient sur la vidéo, parce que je suis mon propre sponsor, d'accord? Donc, vous savez, ici, je n'ai pas de lien d'affilié ni quoi que ce soit. Donc, c'est également une manière pour vous de soutenir la chaîne. Donc, maintenant, en termes de revenus, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? Et je rappelle qu'on a pris beaucoup de guesstimations ici. Donc, dans les rapports financiers, on va regarder. Le management, est-ce qu'ils ont l'objectif de revenir au niveau des marges qu'on avait en 2017, 2018, 2019? Point d'interrogation. D'accord? Donc, si c'est le cas, on aura des marges bien plus élevées que ça. Donc, 13% sur 12 milliards 910 ici, multiplié par 17 fois les bénéfices, moins la dette nette. Si j'enlève la dette nette ici, on aura quelque chose de très dégueulasse. Moins la dette nette ici de 22 milliards 60 millions, on aura 6 milliards 471 divisé par le nombre d'actions 255,18. On obtient combien? 25 $ l'action. D'accord? Donc, X17 à 25 $ l'action. D'accord? Donc, idéalement, si vous l'avez acheté en dessous de 25 $ l'action ou bien aux alentours de 20 $, vous avez eu un prix assez intéressant. OK? Maintenant, ça, c'est parce que nous, on prend en considération la dette. C'est-à-dire que cette dette-là, il faut absolument... on prend en considération la dette. Donc, la dette ici sera repayée par les net income ici, ou par les free cash flow plutôt. Or, les free cash flow ici ont tendance à être moins élevés que les net income. Donc, il faut faire très attention sur cette compagnie-ci. OK? Donc, de toute façon, sur les années à venir, il y a de fortes chances qu'elle privilégie de plus en plus l'efficience, le remboursement de la dette. OK? Parce que si on regarde ici le ratio dette nette to EBITDA ici, avant la pandémie, etc., est-ce qu'on avait quelque chose d'assez acceptable? Je dirais, voilà, on était à peu près déjà à un niveau d'endettement assez élevé. Aujourd'hui, c'est tout simplement to the moon, d'accord? 27 fois, mais ça, c'est parce que l'EBITDA est très peu élevé en date d'aujourd'hui, d'accord? Donc, l'EBITDA ici n'est pas à son niveau ici, voilà, son niveau, à son niveau, comment on dit ça, au niveau qu'on a connu ici en 2019, donc avant la pandémie. Donc, faites attention, ça pourrait continuer à augmenter l'EBITDA, et ce qui va permettre ici à la valeur d'entreprise, à la dette nette sur EBITDA de diminuer en termes de chiffres, d'accord? Donc, le ratio va diminuer en termes de ratio plutôt. OK, donc, si je prends maintenant cette compagnie-ci et que je l'évalue sans prendre en considération la dette, d'accord? Donc, rappelez-vous, on a 1,678,3 d'accord, multiplié par 10 fois les bénéfices, 1,78,3, vous savez, c'est 13% de 12,910 d'accord, divisé par le nombre d'actions, à peu près à combien? Nous avons à peu près le nombre d'actions, 255,18 divisé par 255,18, on a combien? 65,76. Donc, à 10 fois les bénéfices, je dis bien à 10 fois les bénéfices, X10 est égal à 65,76. Ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, cette entreprise-ci est évaluée sans prendre en considération la dette. Donc, on se rapproche. Donc, c'est correctement évalué. OK?
Donc, regardez également ceci. Admettons que dans un environnement normal, tout se passe bien. En année ici, N plus 5, on revient à ce qu'on a connu par le passé, donc en 2028 bien sûr, et qu'on rembourse la dette entre-temps, etc. Donc la dette aura tendance ici à diminuer. Il y a de grandes chances. Si on rembourse à peu près 1,5 milliard par an, etc., on peut avoir peut-être même la moitié de 22 milliards ici. Mais attention, pour le moment, on ne gagne rien. Donc, on va se dire ici qu'il y aura toujours cette dette nette-là en 2028, ok? Et en 2028, on attend des bénéfices nets aux alentours de 2 milliards 880, multiplié par 10 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions, 255,18. Ça donne une valorisation de combien? 112, 113 dollars l'action. Donc, dans un environnement où on s'échangerait toujours à 10 fois les bénéfices, tout en ayant un revenu plus élevé, des marges plus élevées et un niveau de net income plus élevé que présentement ici aujourd'hui, aux alentours de 2 milliards 880, on aurait à 10 fois les bénéfices, on aurait une valorisation aux alentours de 112 dollars, 113 dollars. Par rapport au prix actuel, d'accord, on pourrait se dire que c'est sous-évalué. Mais vous savez ce que ça implique comme risque. OK? Vous savez ce que ça implique comme risque. Donc, si vous êtes prêt à assumer ce risque-là, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant à jouer ici. Moi, je dirais, par exemple, si cette industrie, si vous intéresse, prenez un panier d'actions. Simple. On va faire ceci. On prend Royal Caribbean, on prend Norwegian, on prend Carnival, on les met dans un panier. On prend les 3 entreprises, on a Looptech 1% ou 2% de son capital dessus et on reste tranquille. D'accord? On revient dans 5 ans. On s'entend à ce qu'il y ait une amélioration dans les mois à venir. D'accord? Il y a de fortes chances, je dis bien, que parmi les 3 entreprises, qu'il y ait une au moins qui double sur sur une période de 5 ans. D'accord? Il y a de fortes chances que vous ne perdiez pas d'argent sur les 3 également. OK? En termes de maintien, en termes de maintien ici, donc si vous achetez à 70 dollars, il y a de fortes chances que dans 5 ans, qu'il y ait encore une valeur de 70 dollars dessus. D'accord? Parce que le prix actuel, c'est vraiment par rapport à la dette ici. Et ce sont des entreprises qui étaient assez, même si dépenses en capital étant très élevées, c'était une industrie également ici qui se portait très, très bien. OK? Donc, maintenant, à vous de voir si vous voulez assumer ce risque-là. Donc, Royal Caribbean, ici, Norwegian, franchement, c'était des très beaux dossiers quand tout allait bien. D'accord? Carnival Cruise Line, Carnival Corporation, qui est le plus gros dans le secteur ici, a également souffert. Mais vous voyez que Carnival également se relève un tout petit peu. Est-ce qu'on a des free cash flow positifs ici sur la dernière période? Même Carnival n'a pas encore de free cash flow positif. Mais si on regarde ici, ce qui est attendu en N plus 5 au niveau des normalize ici, sur les 5 prochaines années, on s'attend à avoir 3 milliards 810, 50. Donc à 10 fois les bénéfices, on sera peut-être une valorisation 3 fois supérieure à ce qu'on a ici aujourd'hui. Donc il faut regarder ça sur le long terme. Et tout en se posant la question de savoir est-ce que l'industrie va remonter. Et je vous dirais que oui, c'est une industrie qui va revenir, qui va se repositionner. Il y a de grandes chances que ce soit le cas. Et Carnival a encore sous-évalué par rapport aux autres entreprises ici. OK? Donc c'est sûr que la dette également ici est assez élevée, mais la dette également ici peut être remboursée. Pour le moment, on a 31 milliards et si on arrive à avoir une moyenne de 3 milliards sur les années à venir, voilà, il y a de fortes chances qu'on rembourse cette dette-là. Mais il faut également réduire la dépense en capital. Parce que ces entreprises-ci ont dépensé énormément pour acheter de nouveaux bateaux. Or, ce n'est plus le moment de le faire. De toute façon, ils n'ont même plus les moyens de le faire aujourd'hui. D'accord? On s'attend à peu près à gagner en 2024 1 milliard 14 ici. Donc, ça pourrait être intéressant à long terme. D'accord? Donc, dites-vous que présentement, c'est une industrie qui s'ouvre, la pandémie étant venue, etc. Ce n'est pas de leur faute, mais elle peut se relever. Elle peut se relever. Essayez de voir les choses plus loin que ça. OK, donc c'est à peu près un turnaround ici, entre parenthèses. Hein. Ce n'est pas une industrie qui est en difficulté de toutes les façons. Donc, ceci n'est que mon point de vue. Comme je dis toujours, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo ou bien dans la top newsletter ou dans le service top premium. Et merci pour tous ceux qui soutiennent la chaîne. À bientôt.